Bonjour à tous. Enfin le réveil européen. Faut-il parler de rêve plutôt que de trêve? Oui, j'ai osé. Une trêve, une triple trêve. C'est même ce que propose Emmanuel Macron avec Keir Starmer, le Premier ministre britannique. On va en parler, on va en débattre avec nos invités que je salue sur ce plateau. Bonjour Sabrina Agresti-Roubache. Merci beaucoup d'être avec nous. Ancienne secrétaire d'État chargée de la citoyenneté de la ville, membre de Renaissance. Bonjour Raphaël Rémy Leleu. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes conseillère écologiste de Paris. Bonjour Dominique Seux, mon cher Dominique Seux, éditorialiste et chroniqueur aux éditos et à France Inter. Et bonjour à vous Olivier Weber, ravi de vous retrouver. Vous êtes écrivain, grand reporter, vous avez réalisé un grand reportage, c'est à lire dans Franc-Tireur, intitulé Zelensky le rempart. Il tient tête au rapace et donne à l'Europe sa raison d'être. Bon, donc c'est une triple trêve qui est maintenant sur la table depuis quelques heures, dans les airs, sur les mers, les infrastructures énergétiques. Avant d'en parler avec vous, je voudrais qu'on retrouve Céla Bougriou. Bonjour Céla Bougriou, merci beaucoup d'être avec nous en direct. Les Européens viennent donc à la rescousse, en tout cas ils essayent, de Zelensky, lâché par Trump. Vous êtes à Londres, vous avez suivi ce sommet avec Cossé Labouache. Après les mots, quels actes, Céla ? Vous en parliez à l'instant, d'abord cette idée de la triple trêve avec un avantage, celui de pouvoir la mesurer concrètement et vérifier que les Russes respectent bien leurs engagements. Emmanuel Macron, ces derniers jours, a passé une trentaine de coups de fil à différents chefs d'État et de gouvernement pour leur soumettre une idée initiée avec son homologue britannique, avec le Premier ministre britannique Keir Starmer. Et puis, il va y avoir un enjeu désormais, c'est de retourner voir les États-Unis et obtenir des garanties. Qu'est-ce qu'il se passera si les Russes ne respectent pas leurs engagements ? C'est un peu le cœur du débat aujourd'hui pour les Européens et notamment pour les Français et les Britanniques. Rediscuter aussi avec les États-Unis pour réconcilier Donald Trump et Volodymyr Zelensky. On dit le chef d'État français très impliqué sur ce dossier, très investi. Par ailleurs, c'est un travail qui va devoir se poursuivre sur le plan militaire, sur le plan diplomatique aussi. Et en parlant de diplomatie, les Européens se retrouvent à 27 ce jeudi. Et cette fois-ci, évidemment, ils devront là aussi, après les paroles, agir. On devrait aussi savoir dans quelle mesure ils participeront à cet effort de guerre ukrainien, car vous le savez, ici à Londres, c'était aussi important d'imaginer, d'anticiper toutes les sorties de crise possibles et de continuer à soutenir l'Ukraine, y compris en cas d'absence des États-Unis. Merci beaucoup, Céla Bougriou, avec Cossé Labouache depuis Londres. Vous y croyez, Olivier Weber? Je me permets de me tourner vers vous, parce que vous êtes allé en Ukraine, vous connaissez ce terrain-là par cœur. Est-ce que vous imaginez une telle trêve? Parce que encore faut-il que Poutine l'accepte, non ? Bien sûr, alors il y a une sorte de niche en fait, d'espace de négociation qui se développe avec une dynamique aussi intra-européenne. C'est très très important pour les Européens de savoir qu'il y a quand même une possibilité de trêve, en l'occurrence triple trêve. Alors est-ce qu'elle sera acceptée? Je pense que non, pour l'instant. Mais en tout cas, il y a possibilité de trêve. Oui, non. En fait, ça permet d'une part de créer un soulagement pour les Ukrainiens, deuxièmement de créer un espace de dynamique pour l'Europe de défense commune. Alors après, c'est pas réalisable tout de suite, mais ça permet aussi de pousser les pions sur, une négociation de rapport de force. Poutine ne comprend que le rapport de force. Vous savez, ça fait à peu près 10 ans, là, jour pour jour, qu'on célèbre, entre guillemets, les accords de Minsk, qui, en principe, entérinaient par un peu plus qu'une trêve, donc une sorte de paix qui était censée être durable dans le Donbass, et avec la Crimée, en fait, c'était violé systématiquement depuis 2015, donc depuis 10 ans par Poutine. Et là, donc, il y a quand même un espace-temps, deuxièmement, qui est très important, parce que ça permet non pas de déposer les armes, mais de voir ce qu'on peut faire. Le pire scénario, ça serait quoi? Ça serait un arrêt brutal, premièrement, de toute l'aide militaire et financière américaine. Ça s'est fait dire avec USAID. Moi, j'ai vu des écoles en construction souterraine pour les enfants être arrêté du jour au lendemain, il y a encore 3 semaines. Pareil pour les hôpitaux, etc. Puis deuxièmement, l'aide bien sûr militaire en munitions, en armement. Les Ukrainiens disent, on a grosso modo quelques mois devant nous, 6 mois maximum, avec l'armement et les munitions américaines. Après, il y a aussi la fin du renseignement américain. Comment on a su que, il y a 3 ans, en 2022, que les Russes allaient vraiment attaquer? C'était pas le renseignement français ou européen en général, c'était le renseignement américain. Là, si demain, à la fois Starlink, donc en fait, l'outil de communication par satellite de
de Musk s'arrêter. C'était déjà le cas d'ailleurs au début de la guerre. Pendant quelques mois, Musk avait décidé d'arrêter la fourniture de satellites. Et deuxièmement, s'il n'y a plus de renseignements, ça va être dramatique. Donc voilà, ça crée une sorte de dynamique à la fois sur la négociation potentielle et puis deuxièmement sur l'espace-temps pour pouvoir gagner du temps et peut-être justement pousser Poutine à réfléchir un peu plus, sachant qu'entre-temps peut se construire une Europe de la défense relativement solide. Ça prendra du temps, mais chaque semaine gagnée, on va dire, c'est vital. Bon. C'est l'optimisme, mais il n'y a pas que de l'optimisme. Oui, vous avez entendu Manuel Bompard qui parle de bricolage, par exemple. Allez-y. Non, à court terme, les Européens, c'était extrêmement frappant à Londres hier, ont décidé qu'il fallait continuer à, évidemment, travailler sous l'aile américaine, parce qu'on ne peut pas se passer des Américains pour l'instant. À moyen terme, le budget de la défense, on en parlera. Peut-être, évidemment, c'est important. Mais à court terme, il faut que Zelensky et Trump se réconcilient ou qu'il se passe quelque chose. D'où le premier levier de la stratégie européenne hier, qui est d'utiliser le mot « cessez-le-feu ». On a plus parlé de cessez-le-feu que de paix. Cessez-le-feu, c'est ce à quoi pense Donald Trump. Il ne pense pas tellement à la paix, aux garanties, etc. Il veut que les combats s'arrêtent. Donc, les Européens, en utilisant ce mot, ont envoyé un signal extrêmement clair à Donald Trump. Mais la seconde stratégie, et qui est à mon avis la plus maligne de la part des Européens, c'est au fond, en proposant les modalités d'un cessez-le-feu, leur stratégie, c'est que Vladimir Poutine déçoive Donald Trump. Si ils arrivent à faire en sorte que Poutine dise non aux propositions de cessez-le-feu, qu'elles soient européennes puis américaines, si les Américains disent OK à la proposition européenne, c'est Poutine, il va décevoir. On est dans une relation très psychologique entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Et si Poutine, au fond, il ne dit pas un mot. Poutine. Il ne dit pas grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'il sait que Donald Trump le surveille du coin de l'œil. Évidemment, ils sont assez liés, ils se rapprochent, il y a des intérêts. Vous savez, Donald Trump, au fond, ce qu'il regarde, c'est quoi ? C'est la taille du pays, c'est le nombre d'ogives, et il se dit, la Russie, c'est quand même un très grand pays, il faut la respecter, c'est plus important que le reste. Il regarde les terres rares aussi. Et il regarde les terres rares aussi, voilà, une relation très, très commerciale. Donc la stratégie européenne est assez maligne. En une phrase, dernier volet de la stratégie européenne, c'est d'avoir, et je crois qu'ils ont réussi depuis 10 jours à convaincre les Américains qu'en fait, ils ne sont pas là pour défendre la Crimée. Tout le monde sait que la Crimée est perdue pour Zelensky, il le sait bien aussi évidemment, mais que donc ils se font pas des illusions les Européens, mais les Européens maintenant ont convaincu Donald Trump et l'administration américaine, surtout Marco Rubio, le secrétaire d'État, que en fait c'est la ligne de front et c'est derrière la Moldavie, la Roumanie, voire d'autres pays, c'est ça qu'il faut se défendre. Ce qui est intéressant pour moi dans la position européenne, c'est cet enjeu de récupérer la maîtrise du temps. Parce que rien de ce qui vient de se passer depuis 48 heures n'est très surprenant finalement. Tous les discours qu'on a eus depuis des mois et des mois sur le besoin d'une défense européenne, sur le besoin d'une montée en autonomie, sur le risque d'avoir les États-Unis qui s'éloignent et qui se désengagent à la fois de l'Ukraine, mais aussi du soutien européen, voire dans l'OTAN, on en parle depuis longtemps. Et là, on a une sorte de course contre la montre, contre nous-mêmes, pour essayer de récupérer un peu de maîtrise. Parce que certes, hier, on a dit qu'il ne fallait pas rompre brutalement avec les États-Unis, mais on a aussi dit qu'il fallait un front européen uni. Et ce que je trouve aussi très intéressant là-dessus, c'est qu'hier, la conférence a lieu à Londres. Et finalement, on est 5 ans après le Brexit. On a une relation privilégiée avec Londres qui nous aide aussi à faire une sorte de go-between avec les États-Unis. Et on est en train de rappeler que sur ce continent européen, on ne peut pas exclure ni l'Union européenne, ni le Royaume-Uni, et ni bien entendu l'Ukraine, puisque c'était ça le grave danger avec l'arrivée de Trump au pouvoir. C'était l'idée que finalement, la relation bilatérale qui compterait plus que tout, ce serait États-Unis-Russie. On essaye d'en sortir. Bon, alors, en même temps, on ne va pas s'emballer, parce que c'est vrai que on a l'impression à nous entendre tous les trois, et peut-être vous aussi, qu'au fond, finalement, c'était une bonne nouvelle ce qui s'est passé dans le bureau ovale vendredi soir. On va pas, parce que ça parce que réveiller les Européens. Non, peut-être se calmer, c'était quand même globalement un mauvais spectacle. Alors justement, je voudrais vous soumettre ces deux images. Donc on a les images du bureau ovale d'un côté, avec ce face-à-face vraiment inscrit pour l'histoire entre Trump et Zelensky, et d'autre côté, il y a cette photo de famille que les Européens voudraient également inscrite dans l'histoire. C'était donc au sommet de Londres. Si on met ces deux photos en parallèle, est-ce que l'Europe, elle a trouvé la parade ? Est-ce que la famille européenne, elle a réussi à rivaliser en termes... Parce qu'on est toujours aussi dans une guerre de communication. Complètement. J'allais rebondir sur la guerre de communication. Ce qu'il s'est passé avec Trump et Zelensky dans le bureau ovale, en réalité, n'est pas complètement surprenant quand vous analysez bien les réactions de Trump globalement
et les réactions du président Zelensky, globalement aussi. La réalité, c'est que maintenant, la photo de famille que nous avons vue hier, et je rebondis sur ce que disait Raphaël, c'est que les Anglais reviennent aussi au centre du jeu. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de l'Union européenne sans les Anglais, parce qu'il y a eu le Brexit, et en réalité, ils font partie, c'est non seulement le go-between, mais en réalité, ils sont une partie prenante essentielle de la future négociation. Et que je pense, moi, que ça va être une bombe à fragmentation, ce qui s'est passé dans le bureau ovale. Je m'explique. Je pense que ça peut être très, très contre-productif à un moment donné pour les Américains. Parce que l'humiliation, globalement, c'est toujours mal vécu, quels que soient les partis. Rappelez-vous les premières phrases du président de la République. Il ne faut pas humilier le président Poutine. Vous vous rappelez ? Et je crois, si la vie politique m'a peut-être appris une chose, il ne faut jamais humilier personne. Et hier, c'était pas une démonstration de force, en réalité. C'était juste... On est capable de s'organiser, de s'entendre sur le continent européen. C'est vrai, vous avez raison, on est à la fois dans l'humiliation et presque dans la provocation. Parce que ça se passe effectivement entre chefs d'État que de se parler, on va dire, d'une manière franche et courtoise au Quai d'Orsay, c'est-à-dire brutalement, mais hors caméra. Et là, il y a un côté à la fois spontané et prémédité. Il y a, Jill Evans, évidemment, qui avait déjà un peu préparé le terrain. Et alors là, justement, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, Amélie, sur Londres. C'est plus que symbolique. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a affaire à l'allié traditionnel américain, que l'allié britannique, des Américains. Et puis, deuxièmement, ce qui s'est passé avec Mike Waltz, vous savez, le NSC, c'est-à-dire le conseiller national de sécurité de Trump, qui disait, finalement, il faut le démettre. Il n'est pas élu démocratiquement, il n'a pas pu organiser des élections. Et pour cause. Moi, quand j'étais encore en Israël, il y a quelques jours... Oui, en plus, il y a cette union sacrée quand même autour donc de Zelensky maintenant, alors qu'il y avait quand même des fissures, à la fois dans la population, même qui était pro-Zelensky au départ en 2022, puis deuxièmement dans l'armée, pour plein de raisons. Et l'armée voulait même à un moment, que l'armée ukrainienne, qu'on ait un remplaçant à Zelensky, y compris pour les affaires de conscription de jeunes. Et c'est vrai, on le voit au Odessa, on le voit à Kiev, il y a beaucoup de jeunes dans la rue qui arrivent à échapper à la conscription avec une affaire de corruption, même si c'est marginal. Mais donc, il y a une union sacrée, et puis ce qu'a dit Waltz, c'est comme, donc Mike Waltz, le conseiller aux sécurités de Trump, c'est comme si on avait dit pendant la Deuxième Guerre mondiale, à Churchill de la part de Roosevelt, partez Monsieur Churchill, c'est exactement ça. Donc il y a une symbolique qui est vraiment intéressante. Et puis quatrièmement, la Grande-Bretagne, c'est quand même pas n'importe qui, c'est quand même une puissance nucléaire, membre permanent du Conseil européen, le fait qu'il y ait cette alliance stratégico-politique, on va dire, avec une Union européenne plus qui se reconstruit avec un ancien Brexit, c'est pas intéressant et ça donne vraiment de la force à ce qu'on disait. Donc la puissance européenne stratégique en construction. La bonne nouvelle de Londres, c'est que jusqu'à maintenant, aux États-Unis, on avait du son, de l'image. On vous rajoute quand même cette image parce qu'elle compte. C'est le roi Charles qui a reçu Zelensky aussi. Et je lisais dans quelques papiers, et franchement, moi je l'ignorais, que Trump a une fascination pour la monarchie et surtout britannique. Donc il y a un message fort qui serait envoyé également en termes de symbole. Pardonnez-moi, mais cette image, elle a peu été montrée, mais elle est importante. Elle est intéressante. On avait aux États-Unis du son, de l'image et de l'action. Les Européens hier ont montré qu'il y avait du son et de l'image, ça on a l'habitude, des grands sommets, des drapeaux, etc. Mais de l'action avec cette proposition de cessez-le-feu. Et ça, c'est relativement nouveau, et ça peut intéresser les États-Unis. Est-ce que ça va marcher ? Franchement, on n'en sait rien. On va voir la réaction américaine. Pour moi, ce qui s'est passé dans le bureau ovale vendredi soir, c'est vraiment l'acte 2 de l'assaut du Capitole. Vous vous souvenez, en 2021, quand les pro-Trump sont montés à l'assaut de la démocratie américaine. C'est aussi puissant comme symbole. Le renversement d'alliance et j'allais dire la collusion manifeste entre la Russie et les États-Unis, ou l'envie de se rapprocher. Je cite très intéressant un article du Financial Times ce matin, mis en ligne ce week-end, qui indique que Vladimir Poutine essaye d'envoyer des signaux à des hommes d'affaires américains pour leur proposer ensemble, Russie, États-Unis, de prendre ensemble le contrôle de Nord Stream 2, vous savez, le gazoduc de 1200 km. Peut-être que c'est une fake news, mais enfin le Financial Times en fait un très long papier, donc c'est pas du tout pipeau. Ça montre la vitesse à laquelle la Russie et les États-Unis peuvent. On en reparlera dans cette émission. Il y a un autre papier du Monde Excellent ce week-end qu'on vous montrera. Les propagandistes du Kremlin commencent à faire circuler des clips disant pourquoi pas un cessez-le-feu pour l'opinion. Et cet article précise que c'est parce que Poutine a aussi des visées économiques et qu'il a besoin d'un accord pour des raisons économiques. Donc restez sur cette émission. On vous en reparle dans quelques instants.
transition. Vous avez vu. Juste, il y a une petite image qu'on voudrait vous montrer parce qu'elle dit beaucoup de choses. C'est que pendant qu'on parle, là, Donald Trump, lui, danse à Mar-a-Lago. Ça, c'était ces dernières heures. Voilà. Ça, c'est Trump en ce moment, c'est son état d'esprit. Mais nous en France, nous en Europe, on va avoir un débat. On va avoir un débat dans les assemblées. Ça se joue notamment à l'Assemblée nationale cet après-midi à partir de 17h avec François Bayrou, le Premier ministre, qui va s'exprimer. Il y a un débat sans vote, mais il y a un débat. Alors vous me direz pourquoi faire ? Est-ce que c'est encore pour exposer nos divisions ? Ben, vous allez me le dire. C'est pour faire quoi ce débat ? À quoi il sert ce débat ? Est-ce que vous le jugez utile ? Est-ce que pour vous il faut aller à l'Assemblée pour dire non, on veut pas d'envoi de troupes, il a dit qu'il le ferait pas, mais quand même on va le réaffirmer. Non, on pense que c'est du bricolage. En la matière, moi j'aime bien revenir à des textes un peu anciens, à savoir à Jaurès, qui à l'époque, lorsqu'il devait y avoir des débats sur le réarmement de l'Europe, disait « Les questions qui se posent à l'ensemble du pays doivent être posées également au Parlement ». Et je trouve ça très vrai parce qu'on voit que tous ces débats, toutes ces discussions qu'on a depuis des mois n'ont pas encore entièrement infusé dans l'opinion, qu'il y a toujours quelque chose qui relève du choc, de la brutalité quand on voit ce qui se passe en Ukraine. Et puis, il y a la discussion à l'Assemblée nationale cet après-midi, il y a aussi la discussion au Parlement britannique. Et donc, ça met quelque chose aussi en récit. On a parlé de la confrontation et en fait du traquenard qu'a tendu Trump à Zelensky dans le bureau ovale. Mais plutôt son vice-président. On ne sait pas très bien si Donald Trump a tendu lui-même le traquenard. Le vice-président est allé à fond. Vu le personnage de Trump, vu la brutalité, y compris rhétorique dont il fait usage régulièrement, je crois que ça fonctionne quand même. C'est une sorte de duo tragicomique et très brutal qui fonctionne ensemble. Mais alors que les États-Unis récupèrent le narratif russe, y compris par rapport à la position de Zelensky, y compris par rapport à sa légitimité, je trouve que nous, on a aussi un narratif européen à valoriser, qui est celui de démocratie, d'état de droit, qui prennent tout ça au sérieux. Ça, c'est le narratif européen. Mais je reste un peu auto-centré avec la France là, parce que regardez, on a affiché la question du nucléaire. Ça, j'ai aucun doute, ça va enflammer certainement les débats cet après-midi. Pourquoi ? Parce qu'on le rappelle, Emmanuel Macron, il a dit dans le Figaro qu'il était prêt à une inflexion qui est importante. Regardez les mots, ils sont importants, ils vont peser dans le débat. Ceux qui souhaitent approfondir le dialogue avec nous pourront, le cas échéant, être associés aux exercices des forces de dissuasion. Ces échanges participeront, dit-il, au développement d'une véritable culture stratégique entre Européens. Et déjà des réactions ce matin. Jordan Bardella, il va franchement, trahison nationale. Regardez. Nous sommes totalement opposés, et cela relèverait d'une trahison nationale, à partager le bouton nucléaire avec des États européens. En revanche, la défense des intérêts de la France et les intérêts fondamentaux de la nation française ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Hexagone. Depuis le général de Gaulle, le parapluie français, il abrite par définition un certain nombre de nos voisins et un certain nombre de nos partenaires européens. Je ne crois pas que l'arme nucléaire française doit, par exemple, aujourd'hui garantir, les aventures que pourrait prendre un pays comme la Pologne, qui est aujourd'hui aligné avec les États-Unis d'Amérique, ou avec un pays comme l'Italie, qui est aujourd'hui dirigé par une présidente d'extrême droite, Madame Meloni. Donc je pense que ce serait une folie. Donc évidemment qu'il ne peut pas en être question. Trahison nationale ? Oui, en fait, il y a des mots qui ont été prononcés, la dissuasion, bien sûr, partage, mais il ne s'agit pas de partager la décision de la clé, en fait, la clé nucléaire, donc du bouton. En fait, pas du tout. C'est un parapluie. Je demande s'ils ont c'est un réveil stratégique. Et là, on a affaire à un débat sans vote. C'est important parce que regardez, grosso modo, il y a deux espaces-temps qui se coagulent, là, qui se conjuguent. C'est à la fois ce qui se passe à Washington la semaine dernière, on est dans le show télévisé. C'est un peu préparé et beaucoup prémédité. C'est un peu de télé-réalité à l'américaine. C'est Hollywood, c'est vraiment Hollywood, voilà, et ça. Et on va au clash, on va dans la brutalité, on va dans l'humiliation d'un allié. On peut humilier un adversaire, mais un allié, c'est quand même quelque chose d'important. Et évidemment, ça, je pense, ça fait dresser le poil de beaucoup de membres de l'état-major américain au Pentagone. Mais là, on a en France la construction d'un discours. Est-ce qu'on peut partager la décision ? Non. Est-ce qu'on peut partager la couverture, c'est-à-dire en fait la protection nucléaire ? Parce qu'elle existe avec discrétion et souplesse depuis 1960, c'était la doctrine de De Gaulle, un peu reproduite quand même quelques années plus tard par Macron, alors que Nicolas Sarkozy, lui, avait demandé à réintégrer le commandement, donc intégré de l'OTAN, mais pour d'autres raisons. En tout cas, la dissuasion existe là, et c'est simplement, non pas mettre à disposition l'arme, mais mettre à disposition la capacité de dissuasion. La dissuasion, c'est ça repose simplement sur une doctrine d'efficacité, donc d'arsenal, évidemment, il faut qu'il soit efficace, et puis deuxièmement, de possibilité d'ouvrir le feu. Évidemment, c'est jamais fait, parce que c'est le principe de base de la dissuasion. Donc en fait, on est dans ce débat-là. Je crois que c'est très important de construire le discours d'une part, deuxièmement, d'en informer les Français.
Non, mais alors, juste pour rebondir, alors, complètement d'accord, et je suis d'accord avec Dominique Seux, je pense que et Jordan Bardella et Manuel Bompard n'ont pas compris le sens de ce que disait le président, mais de ce que de la vision du président. Il ne dit pas qu'il veut partager, enfin, selon moi, si j'ai bien compris tout ce que j'ai lu, le bouton nucléaire, absolument pas. On parle de la dissuasion globale, d'être unis, parce que de toute manière, vous le disiez tout à l'heure, Poutine ne comprend que le rapport de force. Et pour revenir sur le débat parlementaire, j'ai été parlementaire, évidemment qu'il a une importance, enfin, je dirais même stratégique. Quelle que soit l'issue, avec ou sans vote, vous savez, ça c'est... faut pas oublier que les relations internationales, les affaires étrangères, c'est du domaine réservé du président. Mais le débat parlementaire doit en réalité infuser, puisque les Britanniques font exactement la même chose, mais moi j'irai encore plus loin. Je serai pour que les Européens, les parlementaires globalement européens, se mettent aussi autour de la table et peut-être arrivent aussi à un vote ou à quelque chose. Raphaël Rémy Leleu n'était pas tout à fait d'accord avec vous sur le nucléaire. Pardonnez-moi. Après, vous pourrez. Je parlais de la compréhension. Oui, mais justement, c'est sur la compréhension. Je suis peut-être plus cynique encore. Moi, j'ai l'impression. Félicitations. Merci. Je pense qu'il y a compréhension, mais qu'il y a surtout surcompensation. C'est-à-dire qu'on a une extrême droite en France qui est quand même très largement à la solde de la Russie d'une part et des discours trumpistes, voire de Trump d'autre part. Donc ils sont extrêmement gênés aux entournures par toute cette situation. Les citations, les commentaires de Marine Le Pen pendant tout ce week-end ont été pour le moins maladroits quand on essaye de se faire passer pour des patriotes. Alors là, du coup, ça y est, ils ont trouvé une sorte de jouet sur lequel dire non, là-dessus, c'est une trahison nationale de la part d'Emmanuel Macron de dire ça, parce que leur alignement est pas clair du tout. Et toute cette séquence nous rappelle que finalement, les alliances ne sont pas qu'une question historique et géographique, mais bien politique. Je suis entièrement... Non mais alors, pas mieux. Il faut mettre un sous-titre effectivement au débat parlementaire de cet après-midi et ce qui est lancé sur la dissuasion nucléaire. Le RN est assez gêné aux entournures parce qu'il n'aime pas les États-Unis et il aime bien Donald Trump. Et donc c'est un peu compliqué comme position à défendre. On remarquera d'ailleurs que Marine Le Pen et Jordan Bardella n'ont pas eu beaucoup de mots de soutien. Il faudrait réécouter ce qu'il a dit ce matin, mais pour Zelensky, on n'a pas entendu donc ça c'est le RN et LFI est à peu près sur la même chose. Du point de vue du président de la République et du gouvernement, ce débat parlementaire, il a un avantage cet après-midi. Alors on me dit que François Bayrou pourrait être un peu dur vis-à-vis de Donald Trump, mais il a un avantage interne, c'est qu'il va être plus compliqué de demander la destitution d'Emmanuel Macron dans les temps qui viennent. C'était le débat qui nous occupait il y a 2-3 mois, quelques semaines encore. Il doit partir. L'histoire du nucléaire. Là, évidemment, dans cette situation internationale, la destitution du président de la République, c'est un peu plus compliqué.